La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de Mme Martine Peters, professeure et chercheuse au département d'éducation de l'Université du Québec en Outaouais. Bienvenue à cette rencontre. Bienvenue à cette autre rencontre que vous promet la série Tête à tête. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'aller à la rencontre de Mme Martine Peters. Mme Peters, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Je vous dirais qu'en faisant des fouilles pratiquement archéologiques pour trouver le maximum d'informations sur vous, j'ai trouvé une multitude de champs d'intérêt diversifiés qui vont probablement guider cette entrevue. Alors, c'est pas du coq à l'âne, c'est juste le reflet de la diversité des champs d'expertise et d'intérêt qui sont les vôtres. Alors, je plonge maintenant parce qu'on va certainement manquer de temps. Comme professeur universitaire, bien sûr, vous êtes appelé à rédiger de nombreuses fois. Je vous ramène à un article que vous avez publié dans la Revue canadienne de l'éducation en 2015. Peut-être vous ne vous rappelez pas l'article, mais je suis sûr que le sujet va vous revenir. Et j'y apprenais en lisant que des études démontrent que les générations nées avec Internet avaient un esprit plus créatif que les générations précédentes. C'était la conclusion qui se dégageait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette étude et si vous pouvez m'expliquer pourquoi les générations à Internet seraient plus créatives alors qu'on a tendance à penser que les jeunes devant les ordinateurs sont plutôt en train d'être abrutis que motivés. Bien, je vous dirais que je ne me rappelle pas de l'étude exacte, mais ce que je peux vous dire, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, grâce à la multitude d'informations auxquelles ils ont accès facilement, rapidement, ils ont tendance à avoir beaucoup plus de créativité au niveau de leurs travaux. Là, si je parle, là, je reste dans les travaux universitaires encore, là, mais ils ont beaucoup plus facilement accès à plein d'informations, donc ce qui leur permet d'avoir un niveau de créativité plus élevé que je pense que je l'ai eu quand j'étais au baccalauréat il y a très, très longtemps. Et ça, vous observez ça comment? Dans un travail qui vous est remis, par exemple? Dans un travail qui m'est remis, mais aussi, si vous vous rappelez, l'article en 2015, ça porte sur les stratégies de créacolage numérique. J'allais y venir parce que c'était un beau mot qui me disait strictement rien quand je l'ai lu. Puis là, j'ai vu entre parenthèses que c'était comme une expression francisée de scrapbooking. Puis là, je faisais... OK, scrapbooking à l'université, là, j'étais comme un peu perdu. Alors, expliquez-moi. OK, mais je vous explique la notion de scrapbooking en 2 secondes. Si je viens de me marier, les nouvelles mariées, ils ont tendance à faire beaucoup ça, apparemment. Donc, ils vont aller chercher un cartable chez Dolorama, pour ne pas le nommer, et là, ils vont prendre un petit bout de dentelle de leur robe, ils vont prendre le petit morceau bleu qu'ils avaient pour leur noces, ils vont prendre un bout de cravate de leur nouveau mari, etc. Et donc, ils vont prendre leur faire-part, ils vont le coller et ils font un nouveau cartable. Mais disons que la robe de mariée a été faite par, je ne sais pas, là, un grand Calvin Klein. OK? Il a été fait par Calvin Klein. Bien, le cartable final, est-ce que ça a été fait par Calvin Klein ou ça a été fait par la nouvelle mariée? Donc, cette idée-là de nouvelle création, d'où la créativité, c'est ce qui s'appelle du créacolage. Nos étudiants, ce qu'on se rend compte maintenant, puis je le fais moi-même quand je rédige un article, c'est que je vais chercher de l'information. On a parlé de Wikipédia tantôt. Je pourrais le prendre sur Wikipédia. Je pourrais aller chercher de l'information dans les revues scientifiques, sur les blogs. Je vais chercher du vidéo, des images. Je combine tout ça et j'ai une nouvelle production. C'est ce que nos étudiants font maintenant. Ils vont chercher de plus en plus. D'ailleurs, une des formes d'information qu'ils vont de plus en plus chercher, c'est le vidéo, parce qu'ils ont tendance à moins lire. Donc, ils vont chercher les vidéos, puis ils font après ça une nouvelle formation. C'est ce qu'on appelle l'utilisation des stratégies de créacolage. Stratégie de créacolage, recherche d'informations, rédaction. Et évidemment, mon dada, il faut absolument avoir du référencement documentaire. Parce que si les jeunes ne référencent pas l'information qu'ils ont trouvée, bien à ce moment-là, ils se trouvent à faire du plagiat. Donc, le modèle qu'on a préparé, c'est vraiment cette idée-là de partir du moment où le prof donne les consignes du travail et remettre à la fin, passe par ces 3 types de compétences-là pour faire du créacolage et remettre une nouvelle création. Je comprends bien l'esprit. La technique me semble assez facile et abordable. La question que ça me pose, c'est celle de la véracité des éléments qui y sont accolés.
le dinosaure que je suis a fait ses études à une toute autre époque où on faisait une recherche encyclopédique ou par carton à la bibliothèque. Et puis, les ouvrages auxquels on avait accès étaient comme par défaut référencés comme information valide. Oui. Alors que maintenant, sur la toile, on a le meilleur et le pire qui se côtoient sans aucune espèce de distinction. Comment, comme enseignant ou comment, comme étudiant en train de faire ce travail-là, je m'assure de la véracité et de la crédibilité de ce que je mets ensemble dans ce nouveau créacollage? C'est une excellente question. Moi, je donne les cours de littératie universitaire aux étudiants de première année, première session à l'université, et on leur montre exactement ça, comment faire preuve de jugement critique face aux lectures qu'ils font, que ce soit sur le web, etc. Donc, on leur dit, va lire quelque chose. Si tu trouves un morceau d'information intéressant que tu aurais le goût de mettre dans ton travail, va vérifier ailleurs si la même information s'y retrouve. Donc, allez voir une multitude de sources pour l'information que tu veux utiliser. Parce que, bien trop souvent, vous l'avez dit, les étudiants ne comprennent pas la différence entre un texte scientifique qui a été validé, comme c'était le cas avec nos encyclopédies. Pour moi, les microfiches, à l'époque, il y avait des gens qui validaient, qui disaient « oui, ça, c'est suffisamment bon pour qu'on puisse le publier ». Donc, c'était fiable. C'est plus le cas maintenant. Il y a de tout sur la toile. Donc, les étudiants doivent absolument faire preuve de jugement critique et vérifier, valider cette information-là. Et si on parle d'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Si je demande à l'intelligence artificielle de me trouver 5 idées pour mon travail, bien, je vais devoir aller valider que ces idées-là, ce n'est pas de la fausse information. D'où l'importance cruciale de développer chez nos étudiants, dès le primaire, l'esprit critique face à l'information qu'ils lisent. Je suis bien votre démarche. J'ose mettre un petit bémol encore parce que je me dis, est-ce que l'étudiant n'est pas biaisé lui-même par son propre algorithme qui lui propose de trouver 5 sources ou 5 articles différents qui vont traiter du même sujet? Ça va être facile parce qu'à partir du moment où vous en sélectionnez un ou deux, votre algorithme va vous en proposer une multitude. Ce qui, encore une fois, ne les fait pas véridiques, là, mais même la recherche devient compliquée, j'imagine, quand l'algorithme joue contre vous. Bien, c'est parce que avant l'intelligence artificielle, on avait différents types de moteurs de recherche. Alors, nous, par exemple, moi, mes étudiants de premier cycle, je leur dis, tu vas à la bibliothèque. À la bibliothèque, dans la base de données de la bibliothèque, les choses ont déjà été validées. Certifié. Donc, premièrement. Deuxièmement, il y a d'autres moteurs de recherche, je pense entre autres à Google Scholar, qui, encore une fois, il y a des types de textes qui ont été validés. Si tu veux commencer par Google, générique, que tout le monde utilise, fais ça. Mais après ça, va valider dans d'autres sources plus fiables. Avec l'intelligence artificielle, maintenant, il y en a plusieurs sortes. Ils vont devoir aller valider dans plusieurs types de j'ai le goût encore de dire moteur de recherche, mais maintenant dans plusieurs intelligences artificielles pour s'assurer que ce qu'ils mettent de l'avant, ce soit des informations véridiques. Puis non seulement véridiques, mais il y a toute la question aussi de cohérence textuelle. Est-ce que cette idée-là peut se mettre avec telle autre idée? Et ça fait partie de toutes les stratégies de cracolage, s'assurer que quand je rédige mon texte, l'information que j'utilise, et ça, on le voit trop souvent, des étudiants qui n'ont pas compris ce qu'ils ont lu sur le web ou ce que l'intelligence artificielle va leur fournir, ils n'ont pas compris, mais ça a l'air bien intéressant, bien beau, eh bien, ils vont le copier-coller, ils vont faire une citation, puis ils vont aller de l'avant. Mais comme prof, c'est trop souvent, on est capable de voir ce que l'étudiant a compris ou pas dans son travail. Puis ça m'amène à l'idée de toute la question de voix d'auteur qu'on veut développer chez nos étudiants. Donc, on veut développer leur esprit critique pour aller vérifier si tout ce qu'ils utilisent comme information est bonne, mais aussi faire ressortir leur position. Pas la position de l'algorithme, leur position. Et ça va faire en sorte qu'on va avoir des étudiants qui vont travailler. Puis évidemment, s'ils travaillent, ils vont apprendre quelque chose. J'avoue que vous avez fait un petit sourire à mon cœur en disant que, comme professeur universitaire en 2023, vous conseillez encore à vos étudiants d'aller faire un tour à la bibliothèque, autrement que pour avoir le lien Internet, là, mais parce qu'il y a encore là un dépositaire d'informations validées pertinentes. Là. Et pas seulement pertinentes. Et ça prend? Les élèves y vont?
Les étudiants y vont? Les étudiants, bien, je vous dirais bien honnêtement que je les oblige à aller à la bibliothèque. Premièrement... Mais peut-être y découvraient-ils un univers qui était bien, savez-vous, inconnu. c'est que nos bibliothèques, maintenant, ont évolué. C'est plus les bibliothèques Oui, ils sont multitechnologiques. Oui, puis ils sont multitechnologiques. Et nos bibliothécaires sont une source d'information et d'aide complètement incroyable. Alors, premièrement, moi, je fais venir les bibliothécaires dans mon cours. Je les présente. Et nous, on a une bibliothécaire spécifiquement attitrée à notre domaine en sciences de l'éducation. Donc, je les oblige après à retourner voir la bibliothécaire à la bibliothèque. Donc, ils ont une espèce de fiche qu'ils doivent cocher pour dire « j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose ». Et une des choses qu'ils doivent faire, c'est retourner à la bibliothèque, rencontrer la bibliothécaire pour valider les sources d'informations qu'ils ont trouvées avant de me remettre le travail. Mais là, on parle d'étudiants universitaires au premier cycle. Oui. Et on parle de littératie. Oui. J'élargis ma question. Dans une société comme au Québec, où on a pratiquement 50 d'analphabétisme fonctionnel, est-ce qu'il faut revoir dès la base, dès le primaire, le secondaire, le concept même de la littératie qui ne se limiterait plus à savoir écrire et savoir compter, hein, mais... Oui, moi, je vous ai parlé de littératie universitaire, mais le concept de littératie numérique existe déjà. Et cette littératie numérique-là, il faut la développer avec nos tout-petits. Puis là, j'entends, il y en a qui vont sauter puis ils vont dire « Oh, mon Dieu, déjà les mettre devant les ordinateurs. » Je ne suis pas en train de dire de les mettre devant les ordinateurs constamment, mais il y a des notions de base qui doivent être apprises par les jeunes au primaire, ensuite au secondaire. Il y a une progression normale pour que, quand ils arrivent à l'université, bien, ils soient capables, entre autres, d'utiliser un ordinateur, de savoir comment ça fonctionne et d'avoir recours à certains outils. Je pense, entre autres, dans le moment, là, et ça va être dépassé demain matin probablement, mais le logiciel Antidote pour savoir comment bien rédiger, corriger ses textes, etc., ça devrait être appris dès le secondaire au minimum. Ce ne l'est pas dans le moment. Okay? Ils n'utilisent pas. Donc, c'est des choses de base qu'ils devraient faire pour les pousser à aller plus loin. Puis maintenant, Antidote, c'est quand même assez pédagogique parce que ça lui dit quelle est la règle, pourquoi tu devrais ou pas choisir d'accorder ton verbe, etc. Et donc, toute la question est dans le « ou pas ». Je me rappelle de mes années d'enseignement où j'étais au secondaire, où on arrivait à détecter relativement facilement ceux qui utilisaient Antidote parce qu'ils cliquaient toujours sur la première suggestion, bien oui, au lieu de se poser la question sur la règle, et là, faisaient plus de fautes qu'ils n'en corrigeaient vraisemblablement. Exactement, exactement. Et c'est cet esprit critique-là. Puis c'est l'esprit critique, mais c'est aussi des connaissances de base qu'on doit continuer. L'ordinateur n'est pas prêt, l'intelligence artificielle n'est pas prêt de nous remplacer les professeurs parce qu'il y a des connaissances de base que les étudiants, les élèves doivent acquérir pour pouvoir ensuite faire preuve d'esprit critique. On peut bien avoir un esprit critique, mais si on n'a pas les connaissances, on ne peut pas savoir si ça, le noir ou le blanc, c'est bon. Donc, il faut absolument qu'on continue à avoir une relation humaine dans la salle de classe pour développer connaissance, esprit critique, voix d'auteur chez nos étudiants. Merci. C'est rafraîchissant d'entendre ça dans une époque où on imagine rapidement qu'à court terme, à peu près tous les métiers seraient remplaçables. Je pense que la relation humaine, elle ne le sera jamais. Jamais. Alors, c'est notre bouée de sauvetage. Et Dieu merci, c'est la meilleure. Je vous amène tout à fait ailleurs parce que vous avez été jadis directrice du GRIA, qui était le groupe de recherche sur l'intégrité académique, qui est devenu ce qu'on appelle le PUP, le Partenariat universitaire sur la prévention du plagiat. Et là, au moment où je lisais des trucs que j'ai trouvés sur le GRIA, on parlait d'une étude qui a été menée autour des années 2018, un vaste projet qui regroupait 30 universités du Québec, du Canada, des États-Unis et de l'Europe, autour d'une forme, et là, je vous dis ce que j'ai trouvé, autour d'une forme d'omerta sur le plagiat. Okay. Et là, quand j'ai vu le mot omerta, c'est comme une forme de censure. On voulait nier que ça existait ou bien... En quoi ça consistait, cet omerta? Bien, premièrement, ce dont vous discutez, c'est du PUP. On avait déjà dépassé le GRIA, mais ça s'est passé... Le GRIA, c'était vraiment juste au Québec. Le PUP a élargi. Mais les universités, les cégeps, ne veulent pas que les gens sachent qu'ils ont des étudiants qui plagient. Si ça se sait qu'il y a des étudiants qui ont plagié puis qui ont obtenu des diplômes quand même de nos institutions, c'est mal vu. Et c'est mal vu parce que, entre autres, ça baisse la valeur de nos diplômes.
Alors, c'est pas des chiffres que les universités, les cégeps veulent que les gens connaissent, de savoir qu'il y a eu X nombre de cas de plagiat dans l'institution. Donc, c'était donc pas une négation du phénomène, mais une pédale douce sur la publication des statistiques qui révèlent ça. Exactement. Et d'ailleurs, si vous regardez, si vous allez voir, faites une petite recherche sur l'intelligence artificielle, il y a très peu de statistiques sur le nombre de cas de plagiat au Québec. Depuis que je travaille sur le plagiat, depuis 2006, j'ai une étude de Nicole Perrault, en 2011, je pense, qui publie des chiffres sur les cas de plagiat dans les cégeps seulement. Et j'imagine que même si on avait des statistiques, elles seraient difficilement crédibles puisque le plagiat est de plus en plus difficile à détecter compte tenu de toutes les technologies dont les étudiants disposent. Et le plagiat, là, les cas de plagiat qui sont détectés, c'est le haut de la pointe de l'iceberg parce que les étudiants, ils ont des façons, il y a des forums de discussion pour trouver des façons de détourner les logiciels de détection de similitudes, etc. Donc, il y a énormément, je suis convaincue, il y a énormément de cas de plagiat, de tricherie qui ne sont jamais décelés. Et lorsque vous parlez de plagiat, est-ce qu'on peut un peu le définir? Est-ce qu'on parle d'un travail qui a été vraiment fait par quelqu'un d'autre, par un chat GPT, un travail acheté, ou bien quelqu'un qui oublie malencontreusement de mettre une citation dans son travail et qui fait passer pour lui le texte qui est là, c'est un cas de plagiat aussi? C'est un cas de plagiat aussi. Le plagiat, c'est toute information qui est utilisée, qui n'appartient pas à la personne, que ce soit les mots ou les idées de quelqu'un d'autre, et qui les fait passer pour siens pour, évidemment, avoir un avantage. Dans le cas des étudiants, c'est avoir une note. Donc, les étudiants, et là, c'est vraiment très, très malheureux, parce que moi, ce que je vois énormément, c'est des cas de plagiat qui sont faits par manque de connaissances. Donc, on a des étudiants qui vont plagier, qui vont prendre les mots de quelqu'un, qui vont oublier de mettre les guillemets ou qui ne mettront pas la source, puis qui mettent la source, par exemple, à la fin du travail. Donc, j'ai 10 références à la fin du travail. Dont on ne sait pas à quoi elles sont rattachées. Et voilà. Donc, c'est considéré malheureusement du plagiat. Et il y en a, c'est aussi facile que, par exemple, quelqu'un va dire... pour tel phénomène, il y a X nombre de cas, blablabla, puis il continue. Bien, on le sait que l'étudiant n'est pas allé faire une recherche pour savoir combien de cas il y a. Et donc, on le sait tout de suite que c'est du plagiat s'il n'y a pas de référence. Mais les étudiants ne savent pas toujours. Et le cas des citations, c'est plus facile. Les étudiants comprennent que quand ils utilisent les mots de quelqu'un, c'est plus facile, ils mettent leurs guillemets. Mais malheureusement, la paraphrase où je prends l'idée d'un auteur, je mets mes propres mots, les étudiants trop souvent ne savent pas qu'ils doivent quand même donner la référence à l'auteur. Ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup de cas de plagiat qui sont des plagiats par méconnaissance. Par innocence. Par innocence, si on veut. Et malheureusement, et on en a encore, je pourrais vous dire, là, on a des étudiants qui sont à la maîtrise, au doctorat, et souvent, c'est certainement pas de la mauvaise volonté, c'est juste de la méconnaissance ou c'est, bien là, où est-ce que j'ai trouvé ça? Je me souviens plus, tout ça. Ah, bien, c'est pas très grave, je vais le laisser aller. Et donc, évidemment, quand ça se retrouve dans les comités de discipline un peu partout, comme dans notre université, bien, ces étudiants-là, malheureusement, on est obligé de les sanctionner. Et là, à la limite, un étudiant qui ne s'en rappellerait plus pourrait toujours faire le chemin inverse pour retrouver sa source. Ça demandera le temps que ça demandera. Mais ma question, c'est est-ce qu'on arrive à un deuxième niveau de paraphrasage ou de plagiat quand l'élève, ou l'étudiant, pardon, inscrit dans son travail une portion puisée sur ChatGPT, qui, lui, est déjà en train de faire une paraphrase de quelque chose qu'il a trouvé sur le net, à qui il n'attribue pas nécessairement le droit d'auteur. C'est ça. Premièrement, il faut savoir que ChatGPT, l'intelligence artificielle qui rédige pour les étudiants, prendre un texte que cette intelligence-là a créé, c'est du plagiat dès le départ. Parce que ChatGPT, pour ne pas le nommer, ChatGPT va chercher... Et ses concurrents, dirons-nous. Et ses concurrents, ils font tous la même chose. Certains le font beaucoup mieux, par exemple. ChatGPT va aller chercher de l'information dans une énorme base de données. Bien, cette base de données-là, elle contient les textes, les idées d'autres auteurs que ChatGPT utilise pour faire un nouveau texte. C'est un nouveau texte,
mais avec les idées d'autres. Donc, il faut absolument que ChatGPT cite ses sources. Quand on lui demande de citer ses sources, bien, malheureusement, c'est vraiment très mal fait dans le moment. Okay? Ça s'améliore, à chaque jour, ça s'améliore, mais c'est très mal fait. Donc, l'étudiant qui prend une portion ou le tout de ce que ChatGPT a créé, bien, fait automatiquement du plagiat. En plus de ça, l'étudiant pourrait dire je vais référencer ChatGPT et comme ça, ils ne pourront pas dire que j'ai fait du plagiat. Sauf que si je référence un texte dans lequel l'auteur a référencé plein d'autres personnes que je ne référence pas, mais que j'utilise les idées des autres personnes, bien à ce moment-là, c'est du plagiat. C'est du plagiat indirect, vous me direz, mais c'est quand même du plagiat. Donc, il ne peut pas faire ça. En plus, on ne peut pas référencer ChatGPT. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une personne. On référence des personnes. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit dire, on doit reconnaître l'aide que ChatGPT a donnée. Donc, par exemple, moi, à l'automne, quand je vais demander à mes étudiants d'aller faire un travail, je vais exiger une bibliographie, comme je le fais habituellement, mais je vais exiger aussi une deuxième, et là, je ne sais pas comment on l'appellera à ce moment-là, ça ne sera pas une bibliographie, mais une deuxième portion où je vais demander de me dire à quel moment puis de quelle façon ChatGPT a été utilisé. Comme ça, je vais pouvoir savoir, est-ce que l'étudiant a pris des idées? Est-ce que l'étudiant, par exemple, a utilisé ChatGPT pour faire son plan? Mais s'il est allé chercher des idées, puis le ChatGPT lui a fait un plan et lui, ensuite, a rédigé, c'est tout à fait légitime. J'ai aucun problème avec ça. Surtout s'il référence les idées avec d'autres sources que ChatGPT lui a données. Okay. Mais là, on est comme dans l'univers idéal. Là. On est dans un monde universitaire encadré par des professeurs émérites qui cadrent le tout. Mais j'imagine que très rapidement, les étudiants vont vous arriver en disant « Bien oui, mais Mme Peters, quand je vais être sur le marché du travail, personne ne va me demander ça. Puis je vais quand même utiliser l'intelligence artificielle et les robots conversationnels. Comment on peut lutter contre ça pour s'assurer qu'on est toujours en contact avec l'humain premier qui a rédigé? Tout va être dans la tâche qu'on va leur demander. Moi, je pense, on a ce qu'on appelle un devoir, une tâche authentique d'évaluation. Si je demande à un étudiant, par exemple, pour moi, en éducation, si je lui demande de préparer une planification pour une classe de mathématiques de 3e année, okay? Et je lui dis, parce que dans le vrai monde, les profs, maintenant, vont demander à ChatGPT, « Fais-moi une leçon avec tel item de mathématiques. Fais-moi une leçon pour une classe de 3e année. » ChatGPT, il sort en 30 secondes. Là. Je le sais, je l'ai essayé. En 30 secondes, C'est phénoménal, quand même. C'est phénoménal. C'est génial. Pour une enseignante qui passe des heures et des heures et des heures à planifier, ça vient de couper Ou à faire des examens diversifiés pour Exactement, exactement. Bien là, les examens, on en parlera, c'est une autre histoire. Moi, je voudrais bien qu'on les élimine. Mais, donc, l'étudiante va pouvoir me créer une tâche. Mais ChatGPT, il n'est pas adapté au Québec. Il n'est pas adapté au curriculum que le ministère exige de nos étudiants. Donc, ça va être à ça qu'on va vouloir que l'étudiant pratique son esprit critique. Alors, moi, je vais lui dire, fais-moi sortir une tâche avec ChatGPT et ensuite, adapte-la à la réalité du Québec, de ce qui se passe dans ta région pour faire en sorte que... Donc, fais-moi-en une critique. Utilise ton esprit critique pour t'assurer que ce que tu fais faire à tes élèves, c'est bon. Donc, premièrement, les étudiants, parce que c'est ça la réalité, c'est ça qu'ils vont faire dans le milieu scolaire. Donc, moi, je leur demande une tâche authentique, quelque chose qu'ils vont pouvoir apprendre à faire, qu'ils vont ensuite pouvoir se servir dans leur tâche. L'étudiant qui est moindrement engagé, intéressé, qui a payé pour faire des études, va se dire, bien là, je vais prendre le temps de le faire pour apprendre comment bien le faire, pour que je puisse m'en servir ensuite dans ma tâche. En plus, j'ai l'aide d'une personne qui est, et là, j'ai la relation humaine, j'ai l'aide d'une personne qui va commenter mon activité. Moi, je le dis, je le répète toujours, je suis optimiste. Je pense que la majorité des étudiants vont vouloir faire le travail pour développer leurs connaissances, leurs compétences, pour être prêts pour le marché du travail. Il y aura toujours des étudiants qui vont travailler 40 heures semaine, qui ont des enfants à la maison, qui ont des parents malades, qui ont X
très bonnes raisons, parfois des moins bonnes, mais très bonnes raisons la plupart du temps, qui n'auront pas le temps puis qui vont aller le faire par ChatGPT. À ce moment-là, ça leur appartient. C'est des étudiants responsables de leur apprentissage. C'est à eux de choisir s'ils veulent, oui ou non, s'investir dans leur future profession et dans leur... si on va à l'université... Il restera à voir comment les organisations professionnelles peuvent choisir le bon candidat ou la bonne candidate. Hein. Tout à fait. Puis, on s'entend que, bien souvent, si les étudiants n'ont pas fait les travaux comme il faut, quand ils vont faire leur stage dans les écoles, ça paraît. Ça paraît. Alors, c'est vraiment, ça leur appartient. Je ne pensais pas aller là, mais vous avez vraiment piqué ma curiosité, alors j'y plonge immédiatement. Vous seriez pour l'abolition des examens, qu'on remplace par quoi et comment on évalue et on certifie. On comprend très bien que ça pourrait éliminer une dose de stress et d'angoisse potentielle chez bon nombre d'étudiants, mais on fait l'évaluation comment? Et je vous écoute là-dessus, ça me fascine. Bien, c'est parce que dans le moment, les évaluations, je vais les appeler les examens à fort enjeu. Quand un étudiant, son examen de mi-session, de fin de session, compte pour 40, 45, 50 de la note, c'est énormément de pression. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Puis c'est ce que je dis constamment aux enseignants. Si tu donnes un examen à fort enjeu, tu ouvres la porte à la tricherie, au plagiat. Pourquoi? Parce que cet examen-là a tellement d'importance qu'il ne peut pas se permettre de passer à côté. Et tous les moyens sont bons. Bien, et voilà. Puis c'est la nature humaine, on s'entend. Puis on en voit de toutes les couleurs. Je pourrais aller faire une petite recherche sur Amazon et chercher les mots outils pour tricher. Vous allez être surpris de tout ce qui existe. La montre, les lunettes. Aussi banal que le petit crayon, que le papier peut sortir du crayon, où ils peuvent mettre des notes. Il y a énormément de choses. Ça se faisait avant, ça va se faire encore plus maintenant avec l'intelligence artificielle. Surtout... Et on remplace par quoi? Bien, laissez-moi, je vais juste vous dire mon surtout. Surtout qu'après la pandémie, on a encore énormément de nos cours maintenant qui sont en ligne. Et donc, faire des examens en ligne, c'est encore ouvrir la porte encore plus grande à la tricherie. Donc, on les remplace par quoi? On les remplace par des tâches authentiques. Faisons-leur faire des travaux qui vont vouloir dire quelque chose pour eux, qui vont dire, puis leur dire exactement, là, je te fais faire ce travail-là parce que dans ta future profession, éventuellement, c'est ça que tu vas devoir faire. Et c'est ça, la compétence à acquérir. Et voilà. Et non pas la mémorisation. Exactement. Puis je ramène toujours la taxonomie de Bloom. En bas, on a la compréhension puis la mémorisation. Si on reste à ces niveaux-là, si on ne les amène pas plus loin, à adapter, à créer, etc., les étudiants, bien, c'est tellement facile. Si j'ai besoin de mémoriser quelque chose, je peux juste demander à quelque chose. Je prends mon téléphone, puis il va me le recracher, l'information. Madame Peters, je vous aurais écouté pendant des heures. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Mais je suis absolument convaincu que les étudiants dans votre classe doivent avoir un grand plaisir à vous écouter. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait plaisir.